Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Sofa de Crébillon. Nouvelle lecture qu'on entame ce soir, dernière lecture de l'année d'ailleurs. On devrait passer environ 7 lives, même quasiment exactement 7 lives, je vous en parle juste après. Mais d'abord, je vous rappelle que si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, dans la description de la vidéo se trouvent des timecodes vous permettant d'aller directement à la lecture et de passer cette introduction. Mais je vous conseille de rester quand même pour cette intro parce que je sais qu'en général, sur une nouvelle lecture, sur un premier épisode d'une nouvelle lecture, il y a un peu plus de gens. Je suppose que des gens viennent regarder si la lecture les intéresse avant de suivre ou non. Et donc j'en profite de potentiellement m'adresser à une plus large audience pour vous rappeler le programme de cette fin d'année. On arrive bientôt en décembre, dans une semaine. En décembre, il y a les fêtes de fin d'année, comme vous le savez bien. En plus, comme je le répète sans arrêt ces derniers lives, dans ma famille, il y a beaucoup d'anniversaires, etc. en décembre. Ce qui fait que voilà, je vais avoir un programme très chargé en cette fin d'année. Ce qui fait que j'ai pris la décision d'arrêter les lives à mi-décembre jusqu'à grosso modo début janvier, peut-être une semaine après le nouvel an, je reprendrai quelque chose comme ça. Je pense que ça sera dans ces environs-là. De toute manière, c'est à peu près ce que je fais tous les ans. C'est-à-dire qu'en général, je prends assez peu de pauses dans l'année. Enfin, j'essaie d'en prendre le moins possible. Et je prends une grosse pause en été, une grosse pause en hiver sur les lives. Donc voilà. Sachez que la programmation de cette fin d'année va rester identique à d'habitude, c'est-à-dire que de maintenant jusqu'au 13 décembre, la programmation sera tout à fait normale, à savoir mardi et vendredi à 21h des lives de lecture, qui auront lieu donc sur le sofa de Crébillon. Mercredi 13h-16h, live sur Sea of Thieves, donc live gaming. Et enfin, le dimanche à 21h, live de découverte sur l'univers de League of Legends. Voilà, ce jusqu'au vendredi 13 décembre. Je prends le calendrier à côté pour voir si j'ai pas dit de bêtises. Voilà, c'est exactement ça. Donc sachez que le dernier live de cette saison, si on peut dire, le dernier live de 2019, sera donc la fin de la lecture du Sofa de Crébillon, le vendredi 13 à 21h. Du coup, si vous comptez, il y a 7 mardi et vendredi jusqu'à cette fameuse date. C'est pourquoi on lira le sofa sur cette session, peu importe la durée des lives, j'ai envie de dire. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, parce que les pages sont bien remplies, donc j'ai peur que la lecture soit peut-être un peu trop longue. Si vraiment je vois que ça tient pas en 7 lives, je ferai peut-être un rush sur la dernière semaine avec plein de lives tous les soirs, ou j'en sais rien, un truc comme ça. D'autant que je me tâte à faire ça de toute manière, pour un peu faire une fin explosive, une fin fournie pour cette fin d'année, un peu mon cadeau de Noël entre guillemets, lol. Et puis ouais, peut-être faire plein de lives la dernière semaine, je sais pas. J'ai cette idée en tête, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs. En tout cas, le sofa de Crébillon est composé de 21 chapitres, donc 21 divisé par 7, ça nous fait 3. Ce qui fait qu'on devrait lire 3 chapitres par soir, ce qui rend très très bien, je crois, la découpe des chapitres de ce que j'ai lu. De ce que j'ai regardé dans le sommaire, ça a l'air de bien tomber en termes de quantité de pages, etc. Je pense que ça fera des lives à peu près équilibrés, à peu près réguliers. Donc voilà, ça risque d'être pas mal. À savoir que ce soir, en plus des 3 chapitres, il y aura une petite introduction, mais qui est assez courte. Attendez, je regarde ça. Ouais, voilà, qui dure 5 pages. Bon, voilà, c'est pas la mort, c'est pas la mer à boire. Ça nous fait un petit peu de drame, un peu plus de supplément. J'aime bien quand le premier live et le dernier live d'un livre, d'une lecture, durent un peu plus longtemps. Je sais pas, je trouve que c'est pour bien commencer et bien terminer. J'aime bien ça. Donc voilà. Chose à savoir sur Crébillon le sofa, c'est donc une œuvre, le sofa de Crébillon. Crébillon, auteur français du XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle, si je dis pas de bêtises. La parution, je crois que j'avais regardé tout à l'heure, c'était genre 1740, quelque chose comme ça. Sachant que à sa sortie, il a été censuré. Vous verrez peut-être pourquoi plus tard.
J'ai envie de vous lire limite la 4e de couverture pour vous donner une petite idée de ce à quoi vous attendre. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà sur cette œuvre, c'est que j'en ai déjà fait la lecture, pour le coup c'est pas une découverte pour moi. J'en ai déjà fait la lecture à la fac, je crois, ouais, si c'était à la fac, donc à la faculté de lettres modernes, j'avais eu à lire ce texte, que j'avais plutôt trouvé sympathique, et qui grosso modo reprend le principe des mille et une nuits, donc un principe très sympathique, qu'on a dans des tonnes et des tonnes de textes dont je vous ai déjà fréquemment parlé, à savoir le principe de récit cadre, c'est-à-dire que il y a un récit enchâssé dans un autre récit. Il va y avoir un récit cadre avec des personnages, voilà, une vraie histoire, mais qui, dans cette histoire, vont raconter des histoires. Et c'est du coup exactement le fonctionnement des mille et une nuits, et c'est exactement le principe repris dans le sofa. Je vous lis la 4e de couverture pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche et peut-être mieux vous situer sur ce qui va arriver sur ces lives. Un jour de lourd ennui, le sultan des Indes, Shah Baham, petit-fils du grand Shahriar, le héros des mille et une nuits, propose que chacun dans sa cour dise de ses contes dont il est si friand. Le sort désigne le jeune Amanzei qui raconte une de ses vies antérieures, quand Brahma, pour le punir de ses dérèglements, le fit sofa. Dans cette aimable prison, l'âme forte de ses facultés inaltérées, libre de voyager d'un divan à un autre, nonchalamment à l'affût d'une improbable délivrance, un couple devant pour cela s'échanger sur lui ses prémices, il aura pris le temps de satisfaire sa leste curiosité, tout en méditant sur ce qui d'ordinaire se dérobe, masque tombé de la comédie sociale, voiles ôtés des corps, désirs et cœurs mis à nu. Donc voilà, vous comprenez qu'il y aura un petit peu de contenu sulfureux rapidement. En même temps, le principe de base le laisse deviner. Quelqu'un qui raconte sa vie antérieure de sofa, forcément il a dû se passer des choses sur ce sofa. Mais rien que le principe de base me fait rire et je trouve ça vachement sympa. Et bah pareil, le délire de vraiment reprendre les mille et une nuits et de l'afficher et de dire bon bah voilà c'est le petit-fils du sultan des mille et une nuits. Enfin voilà, il y a vraiment un hommage non dissimulé. Et ouais, j'ai hâte de voir, parce que comme je le disais, je l'ai déjà lu, personnellement, je sais que j'en avais eu un plutôt bon a priori, et voilà, ça doit faire 4-5 ans que je l'ai lu, et j'en garde un assez bon souvenir, enfin, j'en garde un souvenir d'une lecture qui m'avait été agréable, mais sinon, dans le détail, je me rappelle pas énormément de ce qui s'y passe, donc je vais en quelque sorte redécouvrir avec vous, et j'ai bien hâte. Je vous souhaite, chers amis, la bonne santé, de passer un agréable moment en ma compagnie, peu importe que vous travailliez, que vous dessiniez, que vous fassiez n'importe quelle activité, je vous souhaite bon courage, et encore la santé. On va se lancer dans la lecture assez rapidement, j'ai pas envie de faire une introduction trop longue, d'autant que comme je le disais, ce soir j'ai pas du tout d'idée de la longueur avec laquelle je vais lire ce texte. Donc j'ai envie de me lancer vite dans la lecture au cas où ça dure vraiment longtemps. Ce sera un peu voilà, le live test pour savoir comment je vais l'appréhender, comment je vais le lire. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, petite précision qui est fort importante. Le style de cet écrit est très particulier, mais en même temps je le trouve très élégant, très bien fait. Je veux pas trop vous en dire, je veux pas vous spoil, je veux vous laisser la découverte de cela aussi. La découverte du style c'est aussi important je trouve. Mais juste, voilà, il y aura peut-être quelques phrases alambiquées, etc. Donc je vais essayer de faire de mon mieux, mais il y a peut-être des fois où je vais bafouiller, etc. Je m'en excuse d'avance. Même si j'ai testé cet après-midi et j'ai l'impression que ça se lit relativement bien à l'oral. Par contre, détail qui va être un peu plus embêtant pour moi, c'est que vraiment c'est pas un problème de l'édition, c'est vraiment le texte a été publié de cette manière à l'époque et ils ont voulu restituer le texte de l'époque. Il n'y a pas de ponctuation de dialogue. C'est-à-dire que quand un dialogue commence, il n'y a pas les guillemets. Quand on passe à un autre personnage, il n'y a pas tiré, etc. Du coup, pour moi, ça va être un peu compliqué parfois de peut-être savoir qui est en train de parler. Peut-être même cela va-t-il être compliqué de savoir si c'est un dialogue ou si c'est de la description, de la narration. Même si ça, je pense que j'arriverai à le voir assez facilement. Mais bon, du coup, voilà. Désolé d'avance si parfois il y a un petit blanc ou quoi, c'est peut-être que je prends le temps de bien lire la phrase avant de vous la lire.
pour comprendre si on va passer sur un autre personnage ou sur un dialogue, etc. Voilà, je pense avoir fait tous les warnings que j'avais à faire, et je pense qu'on va se lancer sans plus attendre. Je vais commencer cette lecture avec l'introduction et le chapitre 1 d'affilée. Je vais pas m'arrêter entre les deux pour faire une pause, parce que voilà, l'introduction est vraiment courte. Et puis aussi parce que j'ai envie de vous donner un peu de substance tout de suite là pour que vous fassiez votre avis sur cette œuvre et que vous sachiez directement si ça vous intéresse ou non. Et écoutez, je vais me lancer sans plus attendre, ce qui fait que je reviens pour une pause après le chapitre 1 et avant le chapitre 2. D'ici, je pense 20 à 30 minutes grand maximum, j'espère en tout cas, on verra. Cette fois-ci, je m'élance, et que vous me regardiez sur Twitch ou YouTube, je vous souhaite une très bonne écoute à tous. À tout à l'heure. Le sofa, conte moral de Crébillon. Introduction. Il y a déjà quelques siècles qu'un prince nommé Shah Baham régnait sur les Indes. Il était petit-fils de ce magnanime Shahryar, de qui l'on a lu les grandes actions dans les 1001 nuits, et qui, entre autres choses, se plaisait tant à étrangler des femmes et à entendre des contes. Celui-là même qui ne fit grâce à l'incomparable Scheherazade qu'en faveur de toutes les belles histoires qu'elle savait. Soit que Shah Baham ne fût pas extrêmement délicat sur l'honneur, soit que ces femmes ne couchassent point avec leurs nègres, ou ce qui est pour le moins aussi vraisemblable qu'il n'en sût rien, il était bon et commode mari, et n'avait hérité de Shahryar que de ses vertus et de son goût pour les contes. On assure même que le recueil des contes de Scheherazade, que son auguste grand-père avait fait écrire en lettres d'or, était le seul livre qu'il eût jamais daigné lire. À quelque point que les contes ornent l'esprit, et quelque agréables ou quelque sublimes que soient les connaissances et les idées qu'on y puise, il est dangereux de ne lire que des livres de cette espèce. Il n'y a que les personnes vraiment éclairées, au-dessus des préjugés, et qui connaissent le vide des sciences, qui sachent combien ces sortes d'ouvrages sont utiles à la société, et combien l'on doit d'estime, et même de vénération, aux gens qui ont assez de génie pour en faire, et assez de force dans l'esprit pour s'y dévouer, malgré l'idée de frivolité que l'orgueil et l'ignorance ont attachée à ce genre. Les importantes leçons que les contes renferment, les grands traits d'imagination qu'on y rencontre si fréquemment, et les idées riantes dont ils sont toujours remplis, ne prennent rien sur le vulgaire de qui l'on ne peut acquérir l'estime qu'en lui donnant des choses qu'il n'entend jamais, mais qu'il puisse se faire honneur d'entendre. Shah Baham est un exemple bien mémorable de l'injustice des hommes à cet égard. Quoiqu'il sût l'origine de la féerie, aussi bien que s'il eût été de ces temps-là, que personne ne connût plus particulièrement le célèbre pays du Djinistan et ne fut plus instruit sur les fameuses dynasties des premiers rois de Perse, et qu'il fut, sans contredit, l'homme de son siècle qui posséda le mieux l'histoire de tous les événements qui ne sont jamais arrivés, on le faisait passer pour le prince du monde le plus ignorant. Il est vrai qu'il narrait avec si peu de grâce, chose d'autant plus désagréable qu'il narrait toujours, qu'il était impossible qu'il n'ennuyât pas un peu. Surtout n'ayant jamais pour auditeurs que des femmes et des courtisans, personnes qui, communément aussi délicates que superficielles, s'attachent plus à l'élégance des tours qu'elles ne sont frappées de la grandeur et de la justesse des idées. C'est sans doute d'après ce que l'on pensait de Shah Baham dans sa propre cour, que Sheikh Ebn Taher Abou Feraiki, auteur contemporain de ce prince, nous l'a dépeint dans sa grande histoire des Indes, tel qu'on va le voir ci-dessous. C'est à l'endroit où il parle des contes. Shah Baham, premier du nom, était un prince ignorant et d'une mollesse achevée. On ne pouvait pas avoir moins d'esprit, et ce qui est assez ordinaire à ceux qui par cet endroit lui ressemblent, on ne pouvait pas s'en croire davantage. Il s'étonnait toujours de ce qui est commun, et ne comprenait jamais bien que les choses absurdes et hors de toute vraisemblance. Quoique en tout un an il ne lui arriva pas une seule fois de penser, à peine en tout un jour lui arrive-t-il de se taire une minute. Il disait pourtant de lui modestement qu'à l'égard de la vivacité d'esprit, il n'y prétendait pas, mais que pour la réflexion, il ne croyait pas avoir son pareil. Aucun des plaisirs qui sont dépendants de l'esprit ne touchait le sultan. Tout exercice, quel qu'il fût, lui déplaisait, et cependant il n'était pas désœuvré. Il avait des oiseaux qui ne laissaient pas de l'amuser beaucoup, des perroquets qui, grâce aux soins qu'il prenait de leur éducation, étaient les plus bêtes perroquets des Indes, sans compter des singes auxquels il donnait une assez grande partie de son temps, et ses femmes, qui, après tous les animaux de sa ménagerie, lui paraissaient fort propres à le divertir.
malgré de si grandes occupations et des plaisirs aussi variés, il fut impossible au sultan d'éviter l'ennui. Il n'y eut pas jusqu'à ces contes fameux, objet perpétuel de son étonnement et de sa vénération, et dont il était défendu sur peine de la vie de faire la critique, qui, à force de lui être connus, ne lui fussent devenus insipides. Il les admirait tous. Il les admirait toujours, mais il bâillait en les admirant. L'ennui, enfin, le suivait jusque dans l'appartement de ses femmes, où il passait une partie de sa vie à les voir broder et faire des découpures, art pour lesquels il avait une estime singulière, dont il regardait l'invention comme le chef-d'œuvre de l'esprit humain, et auquel il voulut enfin que tous ses courtisans s'appliquassent. Il récompensait trop bien ceux qui y excellaient, pour qu'il y eût dans tout l'Empire quelqu'un qui les négligeât. Broder ou découper étaient alors dans les Indes les seuls moyens d'arriver aux honneurs. Le sultan ne connaissait aucune autre espèce de mérite, ou du moins ne doutait pas qu'un homme qui avait de pareils talents n'eût à bien plus forte raison tous ceux qu'il faut pour être un bon général ou un excellent ministre. Pour prouver à quel point il en était persuadé, il avait élevé à la place de premier vizir un de ses courtisans désœuvrés, de ceux qui, ne sachant à quoi employer leur temps, le passent à ennuyer les rois de leur présence et réciproquement à s'ennuyer de la leur. Celui-ci, qui avait été longtemps confondu dans la foule, se trouva heureusement pour lui un des premiers découpeurs du royaume, lorsqu'il plut à Shabaham de révérer la découpure. Et sans être, comme beaucoup d'autres, obligé de faire des brigues, il ne dut qu'à la supériorité de ses talents, l'honneur éclatant de découper auprès de son maître, et la première place de l'Empire. Entre toutes les femmes du sultan, on distinguait la sultane reine qui, par son esprit, faisait les délices de ceux qui, dans une cour aussi frivole, avaient encore le courage de penser et de s'instruire. Elle seule y connaissait, et y soutenait le mérite. Et le sultan lui-même osait rarement n'être pas de son avis, quoiqu'elle n'approuvât ni ses goûts ni ses plaisirs. Il se contentait, lorsqu'elle le raillait sur ses singes et sur ses autres occupations, de lui dire qu'elle était caustique, défaut que les sots ne manquent jamais de trouver aux gens d'esprit. Un jour, Shabaham, étant avec toute sa cour dans l'appartement de ses femmes, où il regardait découper avec une attention incroyable, et ne pouvant cependant vaincre l'ennui qui l'accablait, « Je ne m'étonne point, dit-il en bâillant, si je m'endors. Nous ne disons mot. Oh, je voudrais de la conversation, moi. » « Eh, de quoi voulez-vous qu'on vous parle » demanda la sultane. « Que sais-je, reprit-il. Suis-je fait pour deviner cela? Ne suffit-il pas que je veuille qu'on me parle de quelque chose sans que je sois encore obligé de dire ce que je voudrais qu'on me dise? Savez-vous bien que vous n'avez pas à beaucoup près tant d'esprit que vous vous croyez? Que vous rêvez plus que vous ne parlez et qu'à cela près de quelques bons mots, que les 3/4 du temps je n'entends seulement pas, je vous trouve, on ne peut pas plus stérile. Pensez-vous par exemple que si la sultane Scheherazade vivait encore et qu'elle fût ici, elle ne nous fit pas d'elle-même, et sans en être priée par ma tante Dinarzade, les plus beaux contes du monde? Mais vraiment, à propos d'elle, je pense une chose. Quelque mémoire qu'elle eût, il est impossible qu'elle ait retenu tous les contes qu'elle avait appris, que quelqu'un ne sache pas précisément ce qu'elle avait oublié, qu'on n'en ait pas fait depuis elle ou qu'actuellement même on n'en fasse pas. « Cela n'est pas douteux, sire, dit le vizir, et je puis assurer votre majesté que non seulement j'en sais, mais que j'ai même le talent d'en faire de si bizarres que ceux de feu madame votre grand-mère n'ont rien qui les puisse surpasser. »« Vizir, vizir, dit le sultan, c'est beaucoup dire. Ma grand-mère était une personne d'un rare mérite. »« En effet, s'écria la sultane, il en faut beaucoup pour faire des contes. Ne dirait-on pas à vous entendre qu'un conte est le chef-d'œuvre de l'esprit humain? Et cependant, quoi de plus puéril, de plus absurde? Qu'est-ce qu'un ouvrage, s'il est vrai toutefois qu'un conte mérite de porter ce nom? Qu'est-ce, dis-je, qu'un ouvrage où la vraisemblance est toujours violée, et où les idées reçues sont perpétuellement renversées, qui, s'appuyant sur un faux et frivole merveilleux, n'emploie des êtres extraordinaires et la toute-puissance de la féerie, ne bouleverse l'ordre de la nature et celui des éléments que pour créer des objets ridicules, singulièrement imaginés, mais qui souvent n'ont rien qui rachète l'extravagance de leur création. Trop heureux encore si ces misérables fables ne gâtaient que l'esprit, et n'allaient point par des peintures trop vives et qui blessent la pudeur, porter jusqu'au cœur des impressions dangereuses. « Propos de caillette, dit gravement le sultan, grand mot qui ne signifie rien. Ce que vous venez de dire a d'abord l'air d'être beau. Il saisit, il faut l'avouer. Mais avec le secours de la réflexion, il est impossible que... Au fond, il ne s'agit ici que de savoir si vous avez raison, et comme je voulais vous le dire et que je viens de le prouver, c'est ce que je ne crois pas. Car ce n'est pas pour faire le bel esprit, assurément, mais puisqu'un conte m'a toujours amusé, il est clair qu'il faut qu'un conte ne soit pas une chose si frivole. Ce ne sera certainement pas à moi qu'on fera croire qu'un sultan peut être une bête. D'ailleurs, c'est-à-dire par parenthèse,
il est tout aussi clair qu'une chose merveilleuse, j'entends par là une de ces choses, que je dirais bien si c'était de cela qu'il fût question. Mais parlons de bonne foi. Que nous importe après tout? Je soutiens, moi, que j'aime les contes, et qu'au surplus, je ne les trouve plaisants que quand ils sont ce qu'on appelle entre gens sensés, un peu gaillards. Cela y jette un intérêt d'une vivacité si vive. Au reste, j'entends, je comprends bien, c'est comme si vous me disiez que vous savez des contes et que vous en faites. Voilà véritablement ce qu'il me faut. Je pensais que, pour rendre les jours moins longs, il faudrait que chacun de nous racontât des histoires. Quand je dis des histoires, je m'entends bien. Je veux des événements singuliers, des faits, des talismans. Car ne vous y trompez pas, au moins, il n'y a que cela de vrai. Eh bien, nous convenons donc tous de faire des contes? Mahomet va y m'assister, mais je ne doute pas que, même sans son secours, je n'en fasse de meilleur que qui que ce soit. Et la raison de cela, c'est que je sors d'une maison où l'on n'ignore pas que l'on en sait faire, et sans vanité, d'assez bon. Au reste, comme je suis sans partialité quelconque, je déclare que l'on parlera chacun à son tour, que ce sera le sort qui décidera les places, et non ma volonté, que j'entends que tout le monde ait la liberté de me faire des contes, et que chaque jour on parlera une demi-heure, plus ou moins, selon qu'il me conviendra. En achevant ces paroles, il fit tirer au sort toute sa cour. Malgré les vœux du vizir, il tomba sur un jeune courtisan, qui, après en avoir reçu la permission du sultan, commença ainsi. Première partie. Chapitre 1er. Le moins ennuyeux du livre. Sire, votre majesté n'ignore pas que, quoique je sois son sujet, je ne suis pas la même loi qu'elle, et que je ne reconnais pour Dieu que Brahma. Quand je le saurais, dit le sultan, qu'est-ce que cela ferait à votre compte? Au reste, ce sont vos affaires. Tant pis pour vous si vous croyez Brahma. Il vaudrait mieux 100 fois que vous fussiez mahométan. Je vous le dis en ami, n'allez pas croire au moins que ce soit pour faire le docteur, car au fond, cela ne m'importe guère. Après, nous autres sectateurs de Brahma, nous croyons la métempsychose, continua Amanzei, c'est le nom du conteur. C'est-à-dire, pour ne point embarrasser mal à propos votre majesté, que nous croyons qu'au sortir d'un corps, notre âme passe dans un autre, et successivement ainsi, tant qu'il plaît à Brahma, ou que notre âme soit devenue assez pure pour être mise au nombre de celles qu'enfin il juge dignes d'être éternellement heureuses. Quoique le dogme de la métempsychose soit parmi nous généralement établi, nous n'avons pas tous les mêmes raisons pour le croire certain, puisqu'il y a fort peu de gens à qui il soit accordé de se souvenir des différentes transmigrations de leur âme. Il arrive ordinairement qu'au sortir du corps où une âme était emprisonnée, elle entre dans un autre, sans conserver aucune idée, soit des connaissances qu'elle avait acquises, soit des choses auxquelles elle a eu part. Ainsi, nos fautes sont perpétuellement perdues pour nous, et nous recommençons une nouvelle carrière avec une âme aussi neuve, et aussi susceptible d'erreurs et de vices, que lorsque Brahma la tira pour la première fois de cet immense tourbillon de feu, dont, en attendant sa destination, elle fait partie. Beaucoup d'entre nous se plaignent de cette disposition de Brahma, et je doute qu'ils aient raison. Nos âmes destinées pendant une longue suite de siècles à passer de corps en corps seraient presque toujours malheureuses si elles se souvenaient de ce qu'elles ont été. Telles par exemple, qui après avoir animé le corps d'un roi, se trouvent dans celui d'un reptile, ou dans le corps d'un de ces mortels obscurs que la grandeur de leur misère rend plus à plaindre encore, que les animaux les plus vils ne soutiendraient pas sans désespoir sa nouvelle condition. J'avoue qu'un homme qui se voit dans le sein des richesses, ou élevé au rang suprême, s'il se souvenait de n'avoir été qu'un insecte, pourrait abuser moins de l'état heureux, ou brillant où la bonté de Brahma l'a mis. À considérer cependant l'orgueil, la dureté, l'insolence de ces gens nés dans la bassesse et élevés par la fortune, l'on peut croire à la promptitude avec laquelle ils perdent le souvenir de leur premier état, que d'un corps à un autre, leur humiliation se déroberait plus rapidement encore à leurs yeux, et n'influencerait en rien sur leur conduite. L'âme, d'ailleurs, se trouverait nécessairement surchargée du grand nombre d'idées qui lui resteraient de ses vies précédentes, et plus affectée peut-être de ce qu'elle aurait été que de ce qu'elle serait, négligerait les devoirs que le corps qu'elle occupe lui prescrit, et troublerait enfin l'ordre de l'univers au lieu d'y contribuer. « Mon cher ami, dit alors le sultan, Mahomet me pardonne si ce n'est pas de la morale que ce que vous venez de me dire. Sire, répondit Amanzei, ce sont des réflexions préliminaires qui, je crois, ne sont pas inutiles. Fort inutiles, c'est moi qui le dis, répliqua Shahbaham. C'est que tel que vous me voyez, je n'aime pas la morale, et que vous m'obligerez beaucoup de la laisser là. J'exécuterai vos ordres, répondit Amanzei. Il me reste cependant à dire à votre majesté que Brahma permet quelquefois que nous nous souvenions de ce que nous avons été, surtout quand il nous a infligé quelques peines singulières, et ce qui le prouve, c'est que je me souviens parfaitement d'avoir été Sofa. « Un Sofa !» s'écria le sultan. «
Allons, cela ne se peut pas. Me prenez-vous pour une autruche de me faire de ces contes-là? J'ai envie de vous faire un peu brûler pour vous apprendre à me dire, et affirmativement, de pareilles balivernes. Votre clémente majesté a de l'humeur aujourd'hui, dit la sultane. Il est dans son auguste caractère de ne douter de rien, et elle ne veut pas croire qu'un homme ait pu être Sofa? Cela n'est pas relatif à ses idées ordinaires. Croyez-vous, répliqua le sultan, terrassé par l'objection. Il me semble pourtant que je n'ai pas tort. Ce n'est pas cependant que je ne puisse. Mais parbleu, j'ai raison, je ne saurais en conscience croire ce que dit Amanzei. Est-ce donc pour rien que je suis musulman? Ah, merveille, répondit la sultane. Eh bien, écoutez Amanzei et ne le croyez pas. Ah oui, reprit le sultan, ce ne sera point parce que la chose est incroyable qu'il faudra que je ne la croie pas, mais parce que, fût-elle vraie, je ne dois pas la croire. Je comprends bien, cela fait une différence. Vous avez donc été Sofa, mon enfant? Cela fait une terrible aventure. Et dites-moi, étiez-vous brodé? Oui, sire, répondit Amanzei. Le premier sofa dans lequel mon âme entra était couleur de rose, brodé d'argent. Tant mieux, dit le sultan. Vous deviez être un assez beau meuble. Enfin, pourquoi votre Brahma vous fit-il sofa plutôt qu'autre chose? Quel était le fin de cette plaisanterie? Sofa, cela me passe. C'était, répondit Amanzei, pour punir mon âme de ses dérèglements. Dans quelque corps qu'il l'eût mise, il n'avait pas eu lieu d'en être content, et sans doute, il crut m'humilier plus en me faisant sofa qu'en me faisant reptile. Je me souviens qu'au sortir du corps d'une femme, mon âme entra dans celui d'un jeune homme. Comme il était minaudier, coquet, tracassier, médisant, grand connaisseur en bagatelles, uniquement occupé de ses habits, de sa toilette et de 1000 autres petits riens, à peine s'aperçut-elle qu'elle eût changé de demeure. « Je voudrais bien, interrompit Shabam, savoir un peu ce que vous faisiez pendant que vous étiez femme. Cela doit faire un détail fort curieux. J'ai toujours cru que les femmes avaient de singulières idées. Je ne sais si je me fais bien entendre, mais je veux dire qu'on a de la peine à deviner ce qu'elles pensent. » Peut-être, répondit Amanzei. Serions-nous plus éclairés là-dessus si nous leur croyions moins de finesse? Il me semble que lorsque j'étais femme, je me moquais beaucoup de ceux qui m'attribuaient des idées réfléchies, pendant que le moment seul me les faisait naître, qui cherchaient des raisons où je n'avais pris de loi que du caprice, et qui, pour vouloir trop m'approfondir, ne me pénétraient jamais. J'étais vrai. Dans le temps que je passais pour fausse, on me croyait coquette. Dans l'instant que j'étais tendre, j'étais sensible, et l'on imaginait que j'étais indifférente. On me donnait presque toujours un caractère qui n'était pas le mien, ou qui venait de cesser de l'être. Les gens intéressés à me connaître le plus, avec qui je dissimulais le moins, à qui même, emporté par mon indiscrétion naturelle, ou par la violence de mes mouvements, je découvrais les secrets les plus cachés de ma vie, ou les sentiments les plus vrais de mon cœur, n'étaient pas ceux qui me croyaient le plus, ou qui me saisissaient le mieux. Ils ne voulaient juger de moi que suivant le plan qu'ils s'en étaient fait, s'y trompaient sans cesse, et croyaient m'avoir bien connu, quand ils m'avaient défini à leur gré. « Oh, je le savais, dit le sultan. On ne connaît jamais bien les femmes, et comme vous dites, il y a longtemps pour moi que j'y ai renoncé. Mais laissons là cette matière, elle aiguise trop l'esprit, et elle est cause que vous m'avez fait un grand préambule dont je n'avais que faire, et que vous n'avez pas répondu à ce que je vous demandais. Il me semble que je voulais savoir ce que vous faisiez pendant que vous étiez femme. » Il ne m'est resté de ce que je faisais alors qu'une idée fort imparfaite, répondit Amanzei. Ce dont je me souviens le plus, c'est que j'étais galante dans ma jeunesse, que je ne savais ni haïr ni aimer, que, né sans caractère, j'étais tour à tour ce qu'on voulait que je fusse, ou ce que mes intérêts et mes plaisirs me forçaient d'être, qu'après une vie fort dérangée, je finis par me faire hypocrite, et qu'enfin, je mourus en m'occupant malgré mon air prude de ce qui dans le cours de ma vie m'avait amusé le plus. Ce fut apparemment du goût que j'avais eu pour les sofas, que Brahma prit l'idée d'enfermer mon âme dans un meuble de cette espèce. Il voulut qu'elle conservât dans cette prison toutes ses facultés, moins sans doute pour adoucir l'horreur de mon sort que pour me la faire mieux sentir. Il ajouta que mon âme ne commencerait une nouvelle carrière que quand 2 personnes se donneraient mutuellement, et sur moi, leurs prémices. « Voilà, s'écria le sultan, bien du galimatia pour dire que... N'allez-vous pas avoir la bonté de nous expliquer cela ?» demanda la sultane. Pardon. Autre personnage, je reprends. « Voilà, s'écria le sultan, bien du galimatia pour dire que... N'allez-vous pas avoir la bonté de nous expliquer cela ?» demanda la sultane. « Pourquoi pas, reprit-il, j'aime assez les choses claires. Cependant, si vous n'êtes pas de mon avis, je consens qu'Amanzei soit aussi obscur qu'il le voudra. Grâce au prophète, il ne le sera jamais pour moi. » Il me restait assez d'idées, et de ce que j'avais fait, et de ce que j'avais vu, continua Amanzei, pour sentir que la condition à laquelle Brahma voulait bien
m'accorder une nouvelle vie, me retenait pour longtemps dans le meuble qu'il m'avait choisi pour prison. Mais la permission qu'il me donna de me transporter quand je le voudrais de sofa en sofa calma un peu ma douleur. Cette liberté mettait dans ma vie une variété qui devait me la rendre moins ennuyeuse. D'ailleurs, mon âme était aussi sensible aux ridicules d'autrui que lorsqu'elle animait une femme, et le plaisir d'être à portée d'entrer dans les lieux les plus secrets, et d'être entière dans les choses que l'on croirait le plus cachées, la dédommagea de son supplice. Après que Brahma m'eut prononcé mon arrêt, il transporta lui-même mon âme dans un sofa que l'ouvrier allait livrer à une femme de qualité qui passait pour être extrêmement sage. Mais s'il est vrai qu'il y ait peu de héros pour les gens qui les voient de près, je puis dire aussi qu'il y a pour leur sofa bien peu de femmes vertueuses. Et c'est la fin du chapitre 1. Nous marquons la première pause de ce soir, chers amis. Et du coup, je vois que Zira Return a follow la chaîne, donc merci à toi Zira Return. Je crois que c'est la première fois que je te vois sur les lives, donc bienvenue à toi et merci pour le follow, c'est extrêmement sympa de ta part. Et c'est vachement bien. Je sais pas ce que vous en aurez pensé vous personnellement. Alors c'est sûr que je pense que certaines personnes vont potentiellement pas aimer les messages sur les femmes, vont potentiellement pas aimer ce genre de trucs. Mais encore une fois, je le recontextualise. C'est pas, ça n'excuse pas entre guillemets, mais c'est logique en fait. Ça permet de comprendre. C'est un texte du XVIIIe siècle, donc forcément il n'y avait pas du tout la même mentalité, etc. Et encore une fois, je le précise s'il y a besoin de le préciser. On n'est pas du tout là pour faire des commentaires moraux, etc., etc. Et ce que dira l'auteur ne sera pas forcément ce que je pense. Ce que dira l'auteur ne sera même pas forcément la pensée de l'auteur, puisque c'est une fiction. Et d'ailleurs, on pourrait se dire que jusqu'à présent, les femmes n'ont pas été épargnées. Mais il faut bien voir aussi que le sultan n'est pas épargné du tout, et qu'au contraire, il est plutôt repris par une femme, puisque la sultane, à chaque fois, c'est elle qui permet que le sultan sorte de sa bêtise, sorte de sa connerie, et que poursuive la narration d'Amanzei. En tout cas, sinon, hormis tout cela sur lequel je fais un petit warning parce que je sais que parfois j'ai certains viewers qui sont choqués par certains propos dans certains bouquins. Hormis tout cela, je trouve que c'est juste une très belle œuvre, très bien écrite, avec une langue très travaillée. Et je suis d'autant plus content que malgré le fait que la langue soit très stylisée, très travaillée et avec des phrases complexes, je trouve qu'elle glisse très bien en bouche, entre guillemets. Je trouve que elle est très fluide et elle se comprend très bien. Et en fait, je trouve qu'elles sont tout simplement très bien construites, les phrases, et que bien qu'il y ait plein d'idées dans une seule phrase et que ce soit un peu complexe, tout trouve sens assez facilement. Donc je suis assez content, je trouve que ça passe bien à l'oral, personnellement. Et ce qui s'y dit est vachement cool, je trouve que le ton du conte est vachement là. J'ai jamais lu Les Mille et Une Nuits, je dois avouer, mais c'est vraiment le ton que j'imagine des Mille et Une Nuits. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans le ton du conte. Et le récit cadre est vachement géré aussi. Je trouve que cette petite introduction qui permet à Crébillon de peut-être voilà, faire un avis au lecteur entre guillemets déguisé en disant son amour peut-être du format du conte. Enfin, tout ça, je trouve ça très, très sympa. Cette mise en forme, je la trouve très très sympa. Ce récit cadre, je le trouve très bien amené. Les interventions de la sultane et du sultan sont toujours très bienvenues. Enfin ouais, je trouve qu'il y a tout ça qui est très très bien. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que je sais pas si ça se sent trop, mais parce que justement la langue est très fine, très subtile, je trouve. Mais je sais pas si ça se sent trop, mais il y a beaucoup d'humour en fait dans ce texte. C'est ça aussi qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup d'humour et de jeu. Il y a beaucoup de malice dans la manière dont c'est écrit. Et par exemple dans la manière dont on se fout de la gueule du sultan ouvertement, que ce soit dans la narration ou les personnages, et que ça se voit pas, et que le sultan ne le grille pas forcément.
Puis même, il y a vachement un jeu, une complicité comme ça avec le lecteur qui se crée, qui est vachement intéressant, je trouve. Même, bon, vous l'avez pas forcément, mais il y a beaucoup de phrases où il y a une parenthèse dans la phrase, et souvent la parenthèse ajoute un commentaire à ce qui vient d'être dit dans la phrase, qui est un peu drôle, quoi. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que c'est dur de se faire une idée très précise avec ce texte. On n'est pas en mode, ok, la pensée de l'auteur c'est ça ou ça, parce que à chaque fois il y a des choses qui viennent contrecarrer. Et du coup, on sent bien qu'il y a un ton, peut-être pas cynique, je dirais pas jusqu'à cynique, mais euh, un chouïa ironique parfois, peut-être. Et ouais, on sent qu'il y a, voilà, il y a une malice comme ça. Et où est-ce que je voulais en venir du coup? Euh, je voulais en venir au fait que ouais, c'est vachement intéressant, je trouve personnellement, d'être un peu paumé et d'avoir des fausses pistes, d'avoir parfois des idées qui nous semblent un peu cheloues ou des phrases qui semblent cheloues et derrière qui sont tout de suite désamorcées, etc. Il y a vraiment, ouais, il y a vraiment des blagues, il y a vraiment de l'humour, il y a vraiment des chutes, des désamorçages, il y a tout un tas de choses comme ça. Et je trouve que ça fit très bien avec le ton de la nouvelle. En plus, c'est un chouïa des paysans avec un sultan, un vizir, etc. Donc c'est aussi sympa, je trouve, de partir en Inde. Ça dépayse un petit peu. Ça fait plaisir. Voilà. Et puis, comme je le disais en début de live déjà, le principe de la réincarnation en sofa, je trouve ça assez bien trouvé pour faire un récit cadre et raconter tout un tas d'histoires différentes. Bref, personnellement, c'est un plaisir de redécouvrir ce texte. Et je vois qu'il y a vraiment peu d'activité ce soir sur le live. Je sais pas si les gens sont occupés, je sais pas. S'ils ont pas été prévenus de mon live par les robots. Les robots, ils nous dirigent. Ouais. Mais ouais, en tout cas, du coup, je pense qu'on va reprendre la lecture assez rapidement parce que je veux pas monologuer à l'infini. Donc autant poursuivre. Mais d'ailleurs, l'humour se sent aussi dans les titres des chapitres. Je trouve ça super marrant. Super marrant. Le titre du chapitre 1, le moins ennuyeux du livre. Genre, qui commence en disant le premier chapitre, ça va être le moins ennuyeux du livre. Genre, déjà, t'as pas envie de faire ça comme pub à ton bouquin, quoi. Et lui, vraiment, chapitre premier, le moins ennuyeux du livre. c'est c'est assez... Enfin, je sais pas, je trouve que ouais, ça relève vachement du ton humoristique qu'il y a dans ce bouquin. Et là, par exemple, chapitre 2, qui ne plaira pas à tout le monde. Et c'est à chaque fois des commentaires comme ça. Je trouve ça très bien joué, très bien... Je trouve ça très fin, en fait. Et du coup, j'étais en train de vérifier que ce soit bien un Manzei qui reprend directement la narration. Et en effet, c'est bien un Manzei. Donc, je change le titre du live et on est reparti. Hop, hop. Nous voilà bon. Je vous retrouve dans quelques minutes. J'ai l'impression que ça n'a pas été si long que ce que j'aurais cru à lire au final. Donc au final, on va peut-être pas faire un live si long, tant mieux. J'ai pas envie que ça dure forcément 107 ans. Moi, je trouve les lives de lecture, les durées parfaites pour un live de lecture, c'est genre 2 heures. Entre 1h30 et 2h30, je trouve. Ouais, 2 heures, ça commence déjà à faire long en vrai. Je trouve entre 1h30 et 2 heures, c'est bien. Pour un live. Du coup, on va poursuivre sans plus attendre. Je vous souhaite encore une fois une bonne écoute à tous. Bonne écoute que vous me regardiez dans l'ombre sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la dernière pause de ce soir entre le chapitre 2 et 3. À tout à l'heure. Chapitre 2. Qui ne plaira pas à tout le monde. Un sofa ne fut jamais un meuble d'antichambre, et l'on me plaça chez la dame à qui j'allais appartenir, dans un cabinet séparé du reste de son palais, et où, disait-elle, elle n'allait souvent que pour méditer sur ses devoirs et se livrer à Brahma avec moins de distraction. Quand j'entrai dans ce cabinet, j'eus peine à croire à la façon dont il était orné, qu'il ne servit jamais qu'à d'aussi sérieux exercices. Ce n'était pas qu'il fût somptueux, ni que rien n'y parût trop recherché. Tout y semblait, au premier coup d'œil, plus noble que galant, mais à le considérer avec réflexion, on y trouvait un luxe hypocrite, des meubles d'une certaine commodité, de ces choses enfin que l'austérité n'invente pas, et dont elle n'est pas accoutumée à se servir.
Il me sembla que j'étais moi-même d'une couleur bien gaie pour une femme qui affichait tant d'éloignement pour la coquetterie. Peu de temps après que je fus dans le cabinet, ma maîtresse entra. Elle me regarda avec indifférence, parut contente, mais sans me louer trop, et d'un air froid et distrait, elle renvoya l'ouvrier. Aussitôt qu'elle se vit seule, cette physionomie sombre et sévère s'ouvrit. Je vis un autre maintien, et d'autres yeux. Elle m'essaya avec un soin qui m'annonçait qu'elle ne comptait pas faire de moi un meuble de simple parade. Cet essai voluptueux et l'air tendre et gai qu'elle avait pris d'abord, qu'elle s'était vue sans témoin, ne m'ôtait rien de la haute idée qu'on avait d'elle dans Agra. Je savais que ces âmes que l'on croit si parfaites ont toujours un vice favori, souvent combattu, mais presque toujours triomphant. Qu'elles paraissent se sacrifier des plaisirs, qu'elles n'en goûtent quelquefois qu'avec plus de sensualité, et qu'enfin, elles font souvent consister la vertu moins dans la privation que dans le repentir. Je conclus de cela que Fatmé était paresseuse, et que je me serais alors reproché de porter mes idées plus loin. La première chose qu'elle fit après celle dont je viens de parler fut d'ouvrir une armoire fort secrètement pratiquée dans le mur et cachée avec art à tous les yeux. Elle en tira un livre. De cette armoire, elle passa à une autre, où beaucoup de volumes étaient fastueusement étalés. Elle y prit aussi un livre qu'elle jeta sur moi avec un air de dédain et d'ennui, et revint avec celui qu'elle avait choisi d'abord, se plonger dans toute la mollesse des coussins dont j'étais couvert. « Dites-nous un peu, Amanzei, interrompit le sultan. Était-elle jolie, votre femme raisonnable ?» Oui, sire, répondit Amanzei. Elle était belle, plus qu'elle ne le paraissait. On sentait même qu'avec moins de modestie, ces airs évaporés qui inspirent le mépris à la vérité, mais qui excitent les désirs, elle aurait pu ne le céder à personne. Ses traits étaient beaux, mais sans jeu, sans vivacité, et n'exprimant que cet air vain et dédaigneux, sans lequel les femmes de ce genre croiraient n'avoir pas une physionomie vertueuse. Tout en elle annonçait d'abord l'abandonnement et le mépris de soi-même. Quoiqu'elle fût bien faite, elle se tenait mal, et si elle marchait noblement, c'est parce qu'une démarche lente et posée convient à des personnes occupées des objets les plus sérieux. La haine qu'elle témoignait pour la parure n'allait pas jusque à cette négligence qui rend presque toujours les vertueuses dégoûtantes. Ses habits étaient simples, de couleurs obscures, mais dans leur modestie on trouvait de la noblesse et du choix. Elle avait même soin qu'ils ne pussent rien dérober de l'élégance de sa taille, et sous l'attirail de l'austérité, il était aisé de remarquer qu'elle aimait la propreté la plus recherchée et la plus sensuelle. Le livre qu'elle avait pris le dernier ne me parut pas être celui qui l'intéressait le plus. C'était pourtant un gros recueil de réflexions composé par un brahmine. Soit qu'elle crût avoir assez de celles qu'elle faisait elle-même, ou que celles-là ne portassent pas sur des objets qui lui plussent, elle ne daigna pas en lire deux, et quitta bientôt ce livre, pour prendre celui qu'elle avait tiré de l'armoire secrète, et qui était un roman dont les situations étaient tendres et les images vives. Cette lecture me paraissait si peu devoir être celle de Fatmé, que je ne pouvais revenir de ma surprise. Sans doute, dis-je en moi-même, elle veut s'éprouver, et savoir jusque à quel point son âme est affermie contre toutes les idées qui peuvent porter le trouble dans celle des autres. Sans deviner alors le motif qui la faisait agir d'une façon si contraire aux principes que je lui croyais, je lui en supposai qu'un bon. Il me parut cependant que ce livre l'animait. Ses yeux devinrent plus vifs, elle le quitta, moins pour perdre les idées qu'il lui donnait que pour s'y abandonner avec plus de volupté. Revenue enfin de la rêverie dans laquelle il l'avait plongée, elle allait le reprendre lorsqu'elle entendit un bruit qui le lui fit cacher. Elle s'arma à tout événement, de l'ouvrage du brahmine. Sans doute elle le croyait meilleur à montrer qu'à lire. Un homme entra, mais d'un air si respectueux que malgré la noblesse de sa physionomie et la richesse de ses vêtements, je le pris d'abord pour un des esclaves de Fatmé. Elle le reçut avec tant d'aigreur, lui parla si durement, parut si choquée de sa présence, si ennuyée de ses discours, que je commençai à croire que cet homme si maltraité ne pouvait être que son mari. Je ne me trompais pas. Elle rejeta longtemps et avec aigreur les instantes prières qu'il lui fit de le laisser auprès d'elle, et n'y consentit enfin que pour l'accabler de l'importun détail des fautes qu'elle prétendait qu'il commettait sans cesse. Ce mari, le plus malheureux de tous les époux d'Agra, reçut cette impatiente correction avec une douceur dont je m'indignai pour lui. L'opinion qu'il avait de la vertu de Fatmé n'était pas la seule chose qui le rendît si docile. Fatmé était belle, et quoiqu'elle parût se soucier peu d'inspirer des désirs, elle en inspirait pourtant. Quelque peu aimable qu'elle voulût paraître aux yeux de son mari, elle éveilla sa tendresse. L'amant le plus timide, et qui parlerait amour pour la première fois à la femme du monde qu'il craindrait le plus, serait 1000 fois moins embarrassé que ce mari ne le fut pour dire à sa femme l'impression qu'elle faisait sur lui. Il la pressa tendrement et respectueusement de répondre à son ardeur. Elle s'en défendit longtemps de mauvaise grâce, et céda enfin comme elle s'était défendue.
Avec quelque opiniâtreté qu'elle lui refusa tout ce qui aurait pu lui faire penser qu'elle n'avait pas, pour ce qu'il exigeait d'elle, la plus forte répugnance, je crus m'apercevoir qu'elle était moins insensible qu'elle ne voulait le paraître. Ses yeux s'animèrent, elle prit un air plus attentif, elle soupira, et quoique avec nonchalance, elle devint moins oisive. Ce n'était cependant pas son mari qu'elle aimait. Je ne sais quelles étaient alors les idées de Fatmé, mais soit que la reconnaissance la rendit plus douce, soit qu'elle voulut engager son mari à de nouvelles attentions, des propos assez tendres, quoique graves et mesurés, succédèrent à ce ton dur et grondeur dont elle s'était armée en le voyant. Il est apparent qu'il n'en découvrait pas le motif, ou qu'il n'en était pas touché, et il ne l'est pas moins que sa froideur ou sa distraction déplurent à Fatmé. Insensiblement, elle engagea une querelle. Elle vit dans un instant à son mari les vices les plus odieux. Quelles horribles mœurs n'avait-il pas? Quelle débauche, quelle dissipation, quelle vie! Elle l'accabla enfin de tant d'injures que, malgré toute sa patience, il fut obligé de la quitter. Fatmé se fâcha de son départ. Le trouble de ses yeux, moins obscurs pour moi qu'il ne l'avait été pour ce mari, m'apprit que ce n'était point par son absence qu'elle aurait voulu être calmée, avant même que quelques mots assez singuliers qu'elle prononça, quand elle se vit seule, m'eussent absolument mis au fait de ce qu'elle pensait là-dessus. Que cette femme, l'exemple et la terreur de toutes celles d'Agra, qu'elles haïssaient toutes, et que toutes voulaient cependant imiter devant qui la moins contrainte sur ses passions se croyait obligée au moins d'être hypocrite, que cette femme aurait rassuré de gens, s'ils avaient pu comme moi la voir dans la solitude et la liberté du cabinet. Oui, da, dit le sultan, est-ce que c'était une femme qui, dans le fond, comme il y en a qui font semblant, c'est que cela arrive au moins. Il ne faut pas du tout croire que ce soit une chose si peu ordinaire que celle que je veux dire. Vous m'entendez bien, je pense. À la façon dont sa majesté s'explique, reprit Amanzai, il n'est pas bien difficile de deviner ce qu'elle désire, et sans vouloir me vanter de trop de finesse, j'ose croire que je l'ai pénétré. Oui, dit le sultan en riant. Eh bien, voyons un peu, qu'est-ce que je ne pensais? Que Fatmé n'était rien moins que ce qu'elle voulait paraître, répondit Amanzai. C'est cela où je meurs. C'est cela où je meurs, interrompit le sultan. Continuez, vous avez réellement bien de l'esprit. Fatmé, en apparence, fuyait les plaisirs, continua Amanzai, et ce n'était que pour s'y livrer avec plus de sûreté. Elle n'était pas du nombre de ces femmes imprudentes qui, ayant donné leur jeunesse à l'éclat, à la dissipation, aux jeunes gens que le caprice met à la mode, quittent dans un âge plus avancé le phare et la parure, et après avoir été longtemps la honte et le mépris de leur siècle, veulent en devenir l'exemple et l'ornement. Plus méprisables en affectant des vertus qu'elles n'ont pas, qu'elles ne l'étaient par l'audace avec laquelle elles affichaient leurs vices. Non, Fatmé avait été plus prudente. Assez heureuse pour être née avec cette fausseté qu'inspirent aux femmes la nécessité de se déguiser et le désir de se faire estimer, désir qui n'est pas toujours le premier qu'elles conçoivent, elle avait senti de bonne heure qu'il est impossible de se dérober au plaisir, sans vivre dans les plus cruels ennuis, et qu'une femme ne peut cependant s'y livrer ouvertement, sans s'exposer à une honte et à des dangers qui les rendent toujours amers. Dévouée à l'imposture dès sa plus tendre jeunesse, elle avait moins songé à corriger les penchants vicieux de son cœur qu'à les voiler sous l'apparence de la plus austère vertu. Son âme, naturellement, dirais-je voluptueuse? Non, ce n'était pas le caractère de Fatmé. Son âme était portée au plaisir, peu délicate mais sensuelle, elle se livrait au vice, et ne connaissait point l'amour. Elle n'avait pas encore 20 ans, il y en avait 5 qu'elle était mariée, et plus de 8 qu'elle avait prévenu le mariage. Ce qui séduit ordinairement les femmes ne prenait rien sur elle. Une figure aimable, beaucoup d'esprit, lui inspirait peut-être des désirs, mais elle n'y cédait pas. Les objets de ses passions étaient choisis parmi les gens non suspects, engagés par leur genre de vie à taire leurs plaisirs, ou entre ceux que la bassesse de leur état dérobe aux soupçons du public, que la liberté séduit, que la crainte retient dans le silence, et qui, dévoués en apparence aux plus vils emplois, quelquefois n'en paraissent pas moins propres aux plus doux mystères de l'amour. Fatmé, au reste, méchante, colère, orgueilleuse, s'abandonnait sans danger à son caractère. Il n'y avait même pas un défaut qu'elle n'eût fait servir avec succès à sa réputation. Haute, impérieuse, dure, cruelle, sans égard, sans foi, sans amitié, le zèle pour Brahma, le chagrin que lui causait le dérèglement des autres, le désir de les ramener à eux-mêmes, couvraient et honoraient ses vices. C'était toujours à si bonne fin qu'elle nuisait. Elle était si saintement vindicative, son âme était si pure. Quel moyen de soupçonner un cœur si droit, si sincère, d'être conduit dans ses haines par quelque motif qui lui pût être personnel. Et c'est la fin du chapitre 2, chers amis. Nous marquons une courte pause.
Et là, pour le coup, j'ai l'impression que le chapitre 2, je l'ai vraiment lu très rapidement. J'ai l'impression de l'avoir lu très très rapidement, donc au final, la lecture risque de s'enchaîner assez vite, ce qui risque de faire peut-être des lives plus courts que ce que j'avais cru. Je pensais que les lives sur Crébillon dureraient à peu près 2 heures, et au final je pense qu'on va être plutôt proche des 1h, 1h20. Mais bon, tant pis, tant pis, ça fait une bonne découpe jusqu'à la fin des lives de cette année, donc je pense qu'on va continuer sur ce format et sur ce rythme anyway. De toute manière, j'ai pas forcément... Le truc c'est que si par exemple j'accélère la cadence et que je finis Crébillon vite, j'ai pas forcément une autre œuvre que je pourrais finir vite juste après. Donc c'est pas grave, on va prendre notre temps sur Crébillon, on va prendre notre temps sur le sofa. D'autant que ce n'est pas le cas pour le moment. Attention, ça peut vous spoiler. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais ensuite, vous l'avez peut-être déjà compris, on va voir plein d'histoires différentes, de gens différents. Voilà, il va y avoir plusieurs contes, entre guillemets, voilà, dans le... Comment dire? Dans le récit enchâssé, il y aura plusieurs contes. Donc du coup, c'est pas mal aussi, je trouve, de faire... comme si c'était un recueil de nouvelles, un live pour, entre guillemets, chaque histoire. Bon, je sais pas si ça sera vraiment découpé exactement comme ça, mais vous comprenez un peu le principe. Pour le moment, je continue à trouver ça bien, même si j'avoue que, à part le style en fait que je trouve hyper joli, pour le moment, je sais pas, j'avais l'impression qu'il se passait des plus gros dramas que ça. Là, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose. Après, c'est assez subtil. C'est vraiment au détour d'une phrase, au débauché d'une phrase. C'est pas pour rien qu'il a été censuré à l'époque, parce que c'est vraiment au détour d'une phrase, au débauché d'une phrase, où on peut, juste à la tournure d'une phrase, très vite comprendre que y a eu des plaisirs potentiellement sexuels, du vice entre guillemets, comme il le dit. Donc voilà, c'est vraiment le thème de cette lecture. Je vais pas en dire encore une fois trop pour vous laisser découvrir, mais c'est vrai que ce sont des thèmes de cette lecture. Le désir, la passion, la sensualité, aussi justement la manière dont on se comporte quand on est en public, quand on est aux yeux d'autrui, et du coup essayer de la comparer et de voir les différences avec du coup le sofa qui pénètre l'intimité, si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, vous voyez par exemple tout à l'heure il y avait une phrase qui ressemblait à ça, et vous comprenez ce que ça veut dire. Voilà. Mais ouais, il y a pas que cet aspect très charnel, sensualité, voire sexualité, désir, passion, etc. Il y a aussi ce truc, voilà, ça s'appelle conte moral. Alors encore une fois, est-ce que Crébillon a mis conte moral un petit peu en mode rigolo, en mode malicieux, pour dire bah en fait j'ai mis conte moral mais c'est pas du tout moral, enfin c'est plutôt immoral d'ailleurs, ou amoral entre guillemets, ou est-ce que justement on peut avoir une troisième couche de lecture et se dire que ça va un peu plus loin encore que ça, et que justement Crébillon met en scène un discours sur la manière dont on apparaît d'une manière différente en privé ou en public, selon le public qu'on a aussi. Est-ce qu'on est différent en apparence de ce qu'on est intimement, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a quand même un propos plus approfondi, plus profond, plus riche que la frivolité qu'on sent à chaque détour de phrase, quoi. Et du coup, bonsoir Tran, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien l'ami. Là je suis en pause, je lis encore un chapitre, donc si tu veux rester avec moi pour ce chapitre, c'est avec plaisir. Le chapitre 3, qui a pour titre « Qui contient des faits peu vraisemblables ». J'aime trop le nom des chapitres, enfin le titre de chaque chapitre de ce livre, c'est vraiment hyper rigolo. Hyper rigolo. Après c'est marrant aussi parce que il y a plein de tournures de phrases. Je sais pas si
le style du XVIIIe siècle veut ces tournures de phrases, ou si c'est vraiment Crébillon qui a une plume particulière. Parce que je sais pas si j'ai vraiment lu des textes français du XVIIIe siècle. C'est vrai que c'est un peu vieux. Mais en tout cas, je trouve que Crébillon a vraiment un style, quoi. Peu importe que les tournures de phrases soient de son siècle ou non, il a quand même vachement un style marqué. Et ouais, subtil, enfin ouais. J'aime assez bien, j'aime assez bien. Je crois qu'on va reprendre sans plus attendre. On a grosso modo 6 pages à lire seulement. Ça devrait aller bien vite, en fait. Ça devrait aller beaucoup plus vite que ce que j'avais cru, en fait. Je vais reprendre sans plus attendre. Bonne écoute, Tran, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens à la fin de ce chapitre 3 pour l'outro du live, déjà. Et oui. Et on reprend toujours avec la narration d'Amanzei. À tout à l'heure. Chapitre 3, qui contient des faits peu vraisemblables. Après le départ de son mari, Fatmé allait reprendre sa lecture, lorsqu'un vieux brahmine, suivi de 2 vieilles femmes dont il se disait le consolateur et dont il était le tyran, entra. Fatmé se leva, et les reçut d'un air si modeste, si recueilli, qu'il était impossible de n'y pas être trompé. Il fallut même que le vieux brahmine l'empêchât de se prosterner devant lui, mais ce fut d'un air orgueilleux, qui me peignit si bien le cas qu'il faisait de lui-même. Il paraissait si content de ce qu'elle faisait pour lui, si persuadé même qu'il méritait encore plus, qu'il me fut impossible de ne pas rire en moi-même de la sotte vanité de ce ridicule personnage. Il était bien difficile qu'entre des personnes d'un si rare mérite, la conversation ne fût pas aux dépens d'autrui. Ce n'est point que les gens qui vivent dans la dissipation ne médisent souvent, mais plus occupés des ridicules que des vices, la médisance n'est pour eux qu'un amusement, et ils ne sont point assez parfaits pour s'en faire un devoir. Ils nuisent quelquefois, mais ils n'ont pas toujours l'intention de nuire, ou du moins leur légèreté et le goût des plaisirs ne leur permettent ni de la conserver longtemps, ni de songer à la mettre à profit. Cette façon aigre et pesante de parler mal des autres, et qu'on trouve si nécessaire pour les corriger, qui sans cette vue même paraîtrait si condamnable, leur est inconnue. Il... Aurez-vous bientôt fait, interrompit le sultan en colère, ne voilà-t-il pas vos chiennes de réflexion qui reviennent encore sur le tapis? Mais, sire, répondit Amanzei, il y a des occasions où elles sont indispensables. Et moi, je prétends, répliqua le sultan, que cela n'est pas vrai. Et quand cela serait... En un mot, puisque c'est à moi qu'on fait des comptes, j'entends qu'on les fasse à ma fantaisie. Divertissez-moi, et trêve, s'il vous plaît, de toutes ces morales qui ne finissent point et me donnent la migraine. Vous aimez à faire le beau parleur, mais parbleu, j'y mettrai bon ordre, et je jure, foi de sultan, que je tuerai le premier qui osera me faire une réflexion. Nous verrons à présent comment vous vous en tirerez. En me préservant des réflexions, répondit Amanzei, puisqu'elles n'ont pas le bonheur de plaire à votre majesté. Fort bien cela, dit le sultan. Allez. Jamais on n'est sensible au plaisir de dire du mal des autres, qu'on ne le soit aussi à celui de parler bien de soi-même. Fatmé et les personnes qui étaient chez elle avaient trop de raisons de s'estimer beaucoup pour ne pas mépriser tous ceux qui ne le remplaçaient, Fatmé et les personnes qui étaient chez elle avaient trop de raisons de s'estimer beaucoup pour ne pas mépriser tous ceux qui ne leur ressemblaient pas. En attendant qu'on apprêtât ce qui leur était nécessaire pour jouer, elles commencèrent une conversation qui ne démentit point leur caractère. Le vieux brahmine, cependant, dit du bien d'une femme que Fatmé connaissait, et l'éloge lui déplut. Entre toutes les choses contre lesquelles elle se déchaînait, l'amour était ce qui lui paraissait le plus digne de blâme. Qu'une femme aimât, eût-elle d'ailleurs les qualités les plus estimables, rien ne pouvait la sauver de la haine de Fatmé, mais qu'elle eût les vices les plus déshonorants et les plus odieux, et qu'on pût ne pas nommer son amant, c'était pour elle une personne respectable, et dont on ne pouvait assez révérer la vertu. La femme que le brahmine louait était malheureusement pour elle dans le cas où l'on méritait l'indignation de Fatmé. Une femme perdue, dit-elle d'un ton aigre, peut-elle mériter vos éloges? Le brahmine se défendit sur ce qu'il ignorait qu'elle eût des mœurs si condamnables, et Fatmé l'instruisit charitablement des raisons qui la lui faisaient mépriser. Je ne doute pas, Fatmé, lui dit alors une des femmes qui étaient chez elle, que généreuse et portée au bien comme vous l'êtes, vous ne soyez infiniment sensible à ce que je vais vous apprendre. Naami, cette Naami dont nous avons ensemble tant déploré la perte, Naami lassée de ses erreurs, vient tout d'un coup de quitter le monde, elle ne met plus de rouge. Hélas, s'écria Fatmé, qu'elle est louable si ce retour est sincère. Mais, madame, vous êtes bonne, et les personnes de votre caractère sont facilement trompées.
Je le sens par moi-même. Quand on est né avec cette droiture de cœur, cette candeur que vous avez, on n'imagine pas que quelqu'un soit assez malheureux pour ne les avoir point. Après tout, c'est un beau défaut que de juger trop bien des autres. Mais pour revenir à Naami, je ne saurais m'empêcher de craindre que dans le fond de l'âme tout entière au monde, elle n'en ait pas abjuré sincèrement les erreurs. On quitte le rouge plus aisément que ses vices, et souvent on prend un air plus réservé, plus modeste, moins pour commencer à entrer dans la vertu que pour imposer au monde sur des dérèglements auxquels on est encore attaché. Mon cher ami, dit Shabaham en bâillant, cette conversation m'est mortelle. Pour l'amour de moi, ne l'achevez pas. Ces gens-là m'excèdent à un point que je ne puis dire. En conscience, cela ne vous ennuie-t-il pas vous-même? En grâce, faites qu'ils s'en aillent. Très volontiers, sire, répondit Amanzai. Après avoir poussé sur Naami la conversation aussi loin qu'elle put aller, on revint aux médisances générales et j'appris en moins d'un moment toutes les aventures d'Agra. Ensuite on se loua, on se mit tristement au jeu, on le continua avec toute l'aigreur et toute l'avarice possible, et l'on sortit. J'étais sur les épines, dit le sultan. Vous venez de m'obliger considérablement. Me donnez-vous parole qu'ils ne rentreront pas, ces gens-là? Oui, sire, répondit Amanzai. Eh bien, reprit le sultan, pour vous prouver que je sais récompenser les services qu'on me rend, je vous fais émir. D'ailleurs, c'est que vous brodez bien, vous travaillez avec ardeur. J'espère que vous sortirez bien de votre compte, enfin. Tout cela me fait plaisir, et puis il faut encourager le mérite. Le nouvel émir, après avoir rendu grâces au sultan, poursuivit ainsi. Malgré l'air affable de Fatmé, je crus m'apercevoir que la visite de ces trois personnes avait fait sur elle le même effet que sur votre majesté, et que, si elle en eût été la maîtresse, elle aurait employé sa journée à d'autres amusements qu'à ceux qu'elle lui avait procurés. Aussitôt qu'elles furent sorties, Fatmé se mit à rêver profondément, mais sans tristesse. Ses yeux s'attendrirent, ils errèrent languissamment dans le cabinet, il semblait qu'elle désirât vivement quelque chose qu'elle n'avait pas, ou dont elle craignait de jouir. Enfin, elle appela. À sa voix, un jeune esclave d'une figure plus fraîche qu'agréable se présenta. Fatmé, le fixant avec des yeux où régnaient l'amour et le désir, parut cependant irrésolue et craintive. « Ferme la porte, Daïs, lui dit-elle enfin. « Viens, nous sommes seuls. Tu peux sans danger te souvenir que je t'aime et me prouver ta tendresse. » Daïs, à cet ordre, quittant l'air respectueux d'un esclave, prit celui d'un homme que l'on rend heureux. Il me parut peu délicat, peu tendre, mais vif et ardent, dévoré de désir, ne connaissant point l'art de les satisfaire par degrés, ignorant la galanterie, ne sentant point de certaines choses, ne détaillant rien, mais s'occupant essentiellement de tout. Ce n'était pas un amant, et pour Fatmé qui ne cherchait pas l'amusement, c'était quelque chose de plus nécessaire. Daïs louait grossièrement, mais le peu de finesse de ses éloges ne déplaisait pas à Fatmé qui, pourvu qu'on lui prouvât fortement qu'elle inspirait des désirs, croyait toujours être louée assez bien. Fatmé se dédommagea avec Daïs de la réserve avec laquelle elle s'était forcée avec son mari. Moins fidèle aux sévères lois de la décence, ses yeux brillèrent du feu le plus vif. Elle prodigua à Daïs les noms les plus tendres et les plus ardentes caresses. Loin de lui rien dérobé de tout ce qu'elle sentait, elle se livrait à tout son trouble. Plus tranquille, elle faisait remarquer à Daïs toutes les beautés qu'elle lui abandonnait, et le forçait même à lui demander de nouvelles preuves de sa complaisance, et que, de lui-même, il n'aurait pas désiré. Daïs, cependant, paraissait peu touché. Ses yeux s'arrêtaient stupidement sur les objets que la facile Fatmé leur présentait. C'était machinalement qu'ils faisaient impression sur lui. Son âme grossière ne sentait rien. Le plaisir ne pénétrait même pas jusqu'à elle. Pourtant Fatmé était contente. Le silence de Daïs et sa stupidité ne choquaient point son amour-propre, et elle avait de trop bonnes raisons pour croire qu'il était sensible à ses charmes, pour ne pas préférer son air indifférent aux éloges les plus outrés et aux plus fougueux transports d'un petit maître. Fatmé, en s'abandonnant au désir de Daïs, annonçait assez qu'elle avait aussi peu de délicatesse que de vertu, et n'exigeait pas de lui cette vivacité dans les transports, ces tendres riens que la finesse de l'âme et la politesse des manières rendent supérieurs au plaisir, ou qui, pour mieux dire, les sont eux-mêmes. Daïs sortit enfin après avoir bâillé plus d'une fois. Il était du nombre de ces personnes malheureuses qui ne pensent jamais rien, n'ont jamais aussi rien à dire, et qui sont meilleures à occuper qu'à entendre. Quelque idée que les amusements de Fatmé m'eussent donné d'elle, j'avouerai qu'après la retraite de Daïs, je crus que ne lui restant plus rien sur quoi elle pût méditer dans ce cabinet, elle en sortirait bientôt. Je me trompais. C'était sur ce genre de méditation une femme infatigable. Il n'y avait pas longtemps qu'elle était toute aux réflexions dont Daïs lui avait fourni si ample matière, lorsqu'il lui arriva de quoi en faire de nouvelles. Un brahmine sérieux, mais jeune, frais,
et avec une de ces physionomies dont l'air composé ne détruit pas la vivacité, entra dans le cabinet. Malgré son habit de brahmine, peu fait pour les grâces, il était aisé de remarquer qu'il était tourné de façon à donner des idées à plus d'une prude. Aussi était-il le brahmine d'Agra, le plus recherché, le plus consolant et le plus employé. Il parlait si bien, disait-on. C'était avec tant de douceur qu'il insinuait dans les âmes le goût de la vertu, le moyen sans lui de ne pas s'égarer. Voilà ce qu'en public on disait de lui. On verra bientôt sur quoi en particulier on lui devait des éloges, et si ceux qu'on lui donnait le plus haut étaient ceux qu'il méritait le mieux. Cet heureux brahmine s'approcha de Fatmé d'un air doucereux et empesé, plus fade que galant. Ce n'était pas qu'il ne cherchât des airs légers, mais il copiait mal ceux qu'il prenait pour modèles, et le brahmine perçait au travers du masque qu'il empruntait. « Reine des cœurs, dit-il à Fatmé, en minaudant, vous êtes aujourd'hui plus belle que les êtres heureux destinés au service de Brahma. Vous élevez mon âme à une extase qui a quelque chose de céleste, et que je voudrais bien vous voir partager. » Fatmé, d'un air languissant, lui répondit sur le même ton, et le brahmine, n'en changeant point, il s'établit entre eux une conversation fort tendre, mais où l'amour parlait une langue bien étrangère, et en apparence bien peu faite pour lui. Sans leurs actions, je doute que j'eusse jamais compris leur discours. Fatmé, qui naturellement faisait assez peu de cas de l'éloquence, et qui, quoi qu'elle en dît, n'estimait pas beaucoup celle du brahmine même, fut la première à s'ennuyer du sentiment. Le brahmine, à qui il ne plaisait pas plus qu'à elle, le quitta bientôt aussi, et cette conversation si fade, si doucereuse, finit comme celle de Daïs avait commencé. Il est vrai cependant que Fatmé, en faisant les mêmes choses, était plus soigneuse des dehors. Elle voulait, et paraître délicate, et que le brahmine pût croire qu'elle ne cédait qu'à l'amour. Le brahmine, qui pour le caractère et la figure ressemblait assez à Daïs, ne lui fut inférieur en rien, et mérita tous les compliments que lui prodiguait sans cesse la complaisante Fatmé. Après qu'ils eurent donné à leur tendresse ce qu'elle avait exigé d'eux, ils tournèrent la vertu en ridicule, s'entretinrent ensemble du plaisir qu'il y a à tromper les autres, et se firent mutuellement des leçons d'hypocrisie. Ces deux odieuses personnes se séparèrent enfin, et Fatmé alla désespérer son mari, et faire parade de ses mortifications. Pendant que je fus chez elle, je ne lui connus point d'autre façon d'amuser ses loisirs que celle que j'ai racontée à votre toujours auguste majesté. Fatmé, toute prudente qu'elle était, s'oubliait quelquefois. Un jour que seule avec son brahmine, elle se livrait à ses transports, son mari, que le hasard conduisit à la porte du cabinet, entendit des soupirs, et de certains termes qui l'étonnèrent. Les occupations publiques de Fatmé laissaient si peu imaginer ses amusements particuliers, que je doute que son mari devina d'abord de qui partaient les soupirs et les étranges paroles qui venaient de frapper ses oreilles. Soit enfin qu'il crut reconnaître la voix de Fatmé, soit que la curiosité seule lui fit désirer de s'éclaircir de cette aventure, il voulut entrer dans le cabinet. Malheureusement pour Fatmé, la porte n'était pas bien fermée et il l'enfonça d'un seul coup. Le spectacle qui frappa ses yeux le surprit au point que sa fureur demeurant suspendue, il sembla pendant quelques instants douter de ce qu'il voyait et ne savait à quoi se déterminer. « Perfide !» s'écria-t-il enfin, « recevez le châtiment dû à vos vices et à votre hypocrisie !» À ces mots, sans écouter ni Fatmé ni le brahmine, qui s'étaient précipités à ses pieds, il les fit expirer sous ses coups. Quelque affreux que fût ce spectacle, il ne me toucha pas. Ils avaient tous deux trop mérité la mort pour qu'ils puissent être plaints, et je fus charmé qu'une aussi terrible catastrophe apprit à tout Agra ce qu'avaient été deux personnes qu'on y avait si longtemps regardées comme des modèles de vertu. Et c'est la fin du chapitre 3. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro, chers amis. Outro. Et j'ai pas forcément grand chose à rajouter sur mon avis sur la lecture en vérité. C'est vrai que je me rappelais pas autant de ça. Après, c'est peut-être aussi parce que c'est dans l'air du temps de parler énormément de ça, voire tout le temps de ça. Mais c'est vrai que je me rappelais pas, en ayant lu ce texte il y a 4-5 ans, qu'il y avait autant de... En vrai, je pense... Enfin, ouais, non, en vrai, ouais, non, faut pas que je tombe dans ce piège-là, parce que justement, je pense pas qu'il y a un discours anti-féminin, mais disons, il y a une forte... comment dire? J'ai du mal à trouver les mots. Une forte condamnation
de la frivolité par endroits. Ce que je trouve d'ailleurs très bizarre en fait. Enfin, je sais plus. J'avoue que je ne sais plus sur quel pied danser, comme je le disais. Crébillon, j'ai l'impression qu'il s'est amusé à brouiller les pistes. Et un coup sur deux, je trouve Amanzei très agréable, très intelligent. Un coup sur deux, je le trouve presque détestable. Euh, le sultan, pour le coup, bon, c'est un gros beauf de base, voilà, j'ai l'impression. Hein. D'ailleurs, c'est assez drôle. Encore une fois, j'ai jamais lu Les Mille et Une Nuits, ce serait intéressant que je le lise peut-être. Mais encore une fois, c'est vraiment ce que j'imagine des Mille et Une Nuits avec Scheherazade. La manière dont Amanzei, à chaque fois, réussit à récupérer le sultan. Et d'ailleurs, le sultan qui, dès que ça commence à partir en morale, s'énerve et dit oh non, je veux pas de ça, je veux du divertissement. Encore une fois, là-dedans il y a une sorte d'ironie, il y a une sorte de sous-texte de Crébillon, surtout quand on a lu l'introduction de tout à l'heure, où on comprend clairement que a priori l'avis de Crébillon ça serait plutôt d'être du côté d'Amanzei et pas du sultan, et que le sultan il le tourne un maximum en ridicule, puisque comme il l'a dit dans l'intro, pour lui, le genre du conte, c'est un conte qui a été dévalué malheureusement, alors que pour lui, bah, c'est un genre qui est empreint de plein de valeurs morales et qui a un vrai fond, un vrai message à faire passer, à délivrer. Et d'ailleurs, je suis assez d'accord avec lui. Je trouve souvent que le conte c'est vachement dévalué, alors que ouais, je trouve que les contes ont des vraies valeurs, ont des vrais. Alors du coup, oui, ça, pareil, on pourrait se dire, bah c'est dangereux d'inculquer des vraies valeurs et de faire des vrais messages et tout, mais après c'est aussi au lecteur entre guillemets de savoir faire la part des choses entre la fiction, la narration, ce que dit l'auteur. Voilà, il y a c'est tout un tas de questionnements et de débats qui sont sempiternels, je pense, sur le conte, etc., etc. Mais j'ai pas forcément de mot de la fin, je pense qu'on a chacun son avis. Et moi perso, je trouve que le conte, c'est vraiment bien. Ça délivre des messages importants, je trouve. Et là, du coup, le fait que l'auteur et la narration jouent constamment sur le fil, à savoir un côté ironique, quasi cynique, et ouais, une sorte de malice, une sorte d'humour frivole comme ça, saupoudré de petites réflexions de morale. Euh, je trouve ça vachement intéressant. C'est un serpentage. Ouais, un serpentage qui flirte avec le danger, mais qui est intéressant. Et encore une fois, comme je le disais, ce texte ne se limite pas à ses frivolités, parce qu'il y a vraiment des réflexions sur les valeurs, sur les morales et tout. C'est presque de la philosophie, quoi. Et il y a aussi ce truc du montrer comment les gens peuvent être dans l'apparat, ouais voilà, c'est un peu ça. Comment les gens se transforment. Il y a beaucoup du coup ce délire de transformation, je trouve, puisque bah il y a la transformation de lui en sofa, mais il y a aussi du coup, ouais en vrai il y a beaucoup l'image de la transformation dans ce texte. C'est comme si lui avait été obligé de se transformer en sofa pour avoir accès à ce que sont les gens derrière leur masque et derrière leur transformation pour le public. Enfin, ouais, je sais pas, je trouve ça intéressant ce truc-là de se glisser dans l'intimité et du coup d'avoir ce contraste, j'arrive pas à trouver les termes, c'est terrible, mais cette balance presque entre ce qui est acceptable, ce qui est dans l'apparat, dans le paraître, et ce qui est dans le privé, qui est peut-être moins acceptable, moins assumé, qui va être considéré comme du vice ou de la vertu, ainsi de suite, selon le public. Enfin voilà, je trouve ça vachement intéressant ce genre de discours. Et du coup, bonsoir Chassoad, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas parlé, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Malheureusement, c'est la fin du live. Je suis en train de passer enfin, je suis en train de faire l'outro, là, on a terminé. D'ailleurs, je vais mettre fin au live sans plus attendre.
J'espère que ce début d'œuvre vous aura plu. On n'est pas encore allé très loin, on n'en a pas encore appris beaucoup. Je sais même pas d'ailleurs. Ça a l'air de continuer un chouïa sur Fatme ensuite. Mais ensuite, comme je le disais, il y aura d'autres contes faits par Amanzei. Donc il y aura toujours ce principe de récit cadre avec Amanzei qui raconte des contes. Et puis ouais, peut-être d'autres persos, je me rappelle plus, j'avoue. Parce qu'au début, le sultan, Shabaham, a dit que chacun allait raconter un conte, chacun son tour, etc. Mais il me semble qu'Amanzei va tout raconter. Spoil, attention, je vous spoil là-dessus. D'ailleurs, c'est marrant qu'Amanzei soit élu émir, enfin, t'as vraiment, juste parce qu'il s'est bien brodé, enfin, t'as l'impression que le sultan, il est vraiment full con et qu'il prend des décisions vraiment cheloues, enfin, ouais. C'est assez intéressant. Et du coup, de voir que c'est lui le colérique, etc., qui prend les décisions, enfin, c'est assez intéressant. il y a encore des choses bien fun, bien intéressantes à découvrir dans cette œuvre, je pense. Et je dois bien avouer que le ton un peu léger, un peu saupoudré d'humour et de morale, comme ça, me plaît bien beaucoup. Ouais. C'est un bon mix. Mais pas de problème, Chassoade. J'espère qu'on se recroisera bientôt. Les prochains rendez-vous, c'est ce dimanche à 21h pour découverte de l'univers de League of Legends avec une nouvelle consacrée à Lee Sin. Sinon, ça sera mardi pour la suite du Sofa de Crébillon, chapitre 4, 5, 6. Et enfin, on se retrouve aussi mercredi de 13h à 16h. Certainement pour du farm sur Sea of Thieves. Je vous montrerai un peu les missions mensuelles, les quêtes mensuelles. Parce que elles sont bien sympas à faire et elles sont bien rentables. Bref, on en reparlera mercredi. En plus, j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter. Je vous avais dit que je vous raconterais des anecdotes et ouais. Il s'est passé des choses ces derniers temps sur les mers, il faut que je vous le raconte mercredi. Bref, sur ce, je mets un terme à ce live. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci d'être passé Tran et Chassoad, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous voir. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou peut-être une prochaine partie de gaming. Bye bye.